Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Donc ce séminaire Sexe et genre pour un dialogue interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et sociales. Donc ce séminaire est organisé par Joëlle Viels, qui est biologiste au CNRS, Evelyne Père, paléoanthropologue et chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle, Armène Leit, qui est à l'Université de Versailles Saint-Quentin, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. D'ailleurs, Joëlle et Evelyne s'excusent aussi, elles ont une contrainte médicale, et donc moi-même, Frédérique Pigère, qui suis professeure au CNAM, titulaire de la chaire Genre, Mixité, Égalité, Femmes-Hommes de l'école à l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Dorion, qui est maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'Université Paris-Saclay et chercheuse au rythme, réseau, innovation, territoire et mondialisation, donc dans son université. Donc Léa Dorion a soutenu sa thèse en théorie des organisations à l'Université Paris-Dauphine en 2018 sous le titre « Organisation alternative et empowerment, une approche féministe, repenser l'organisation à partir de ses marges ». Elle est devenue maîtresse de conférence en 2019. Ses travaux s'inscrivent dans une approche critique des organisations, plus précisément une critique féministe. Il s'agit d'un courant relativement minoritaire en sciences de gestion, ce qui n'a pas empêché Léa Dorion de compter déjà un certain nombre de publications à son actif. On peut déjà dénombrer 6 articles dans des revues scientifiques spécialisées, comme la Revue française de gestion, Society and Business Review, ou bien Journal of Organizational Ethnography. Plusieurs chapitres d'ouvrages sont à son actif aussi, 2 publiés, 3 annoncés pour 2023. Elle co-dirige également avec Nancy Homais de l'Université du Québec à Montréal un ouvrage qui va très bientôt paraître sous le titre « Féminisme et management, enjeux et état de l'art des travaux francophones ». Alors nous l'avons invitée aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son dernier ouvrage paru chez Duno en 2021, « L'entreprise du 21e siècle sera féministe », avec un sous-titre « Manuel d'action ». Donc ce titre nous a interpellés, car malgré les discours qui n'hésitent pas à valoriser les qualités prétendument féminines dans le management, à savoir l'écoute, l'empathie, la capacité qu'auraient les femmes à gérer les équipes en évitant les conflits, cela ne se traduit pas encore vraiment dans les faits, puisque les grandes entreprises, par exemple, sont toujours très majoritairement dirigées par des hommes. Donc voilà, Léa, merci de nous expliquer maintenant pourquoi, selon vous, l'entreprise du 21e siècle sera féministe. Alors donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui pour m'écouter présenter ce livre donc, que j'ai écrit en 2020 et 2021. Effectivement, le titre est L'entreprise du 21e siècle sera féministe. Alors attendez, il y a des personnes qui patientent dans la salle d'attente, je vais les autoriser. Je ne sais pas comment on revient après. Sinon, je fais... Ah oui, comme ça. Ah oui, parfait, merci beaucoup. Donc, on fait ça? Okay. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait du comodal. Donc je vais vous présenter rapidement ce que je voulais faire, enfin rapidement ou plus ou moins rapidement d'ailleurs, ce que je voulais faire dans cet ouvrage que j'ai effectivement appelé Manuel d'action, parce que l'objectif de cet ouvrage, il était un peu double. Déjà faire une sorte d'état de l'art un peu de ce qui, de la littérature en gestion sur cette question des entreprises et du féminisme. Donc quel est l'enjeu en fait de parler de féminisme en entreprise, qu'est-ce qui a déjà été écrit sur le sujet.
Et la deuxième partie de l'ouvrage est vraiment plus tournée vers l'action, l'objectif étant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a pris conscience, on va dire, du problème en matière de féminisme en entreprise. Donc voilà, je vais présenter ces deux aspects-là. Une première partie qui sera plus, on va dire, un état de l'art de la littérature, et une deuxième partie qui est tournée vers l'action. Donc l'objectif aussi du livre, c'est d'essayer de rendre le monde du travail vivable pour les femmes, donc pour toutes les femmes. Donc je pense que j'essaye de tenir un projet un peu compliqué à tenir dans ce livre, à savoir des objectifs très pragmatiques de qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour transformer le monde du travail, et une réflexion peut-être à plus long terme de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour repenser l'organisation du travail d'un point de vue féministe. Donc il y a différents horizons temporels que je vais essayer d'expliquer un petit peu. En tout cas, je pars du constat qu'il y a les inégalités entre les hommes et les femmes persistent dans le monde du travail, qu'il y a aussi de plus en plus d'égalité entre les femmes elles-mêmes. On y reviendra. Et donc, ce livre part vraiment essaye de remettre en question cette idée que l'égalité serait déjà là. Parce qu'il y a beaucoup de discours sur le fait que finalement le sexisme n'est plus vraiment un problème, que l'égalité entre les hommes et les femmes est déjà atteinte. Tout ce genre de discours post-féministes qui, en particulier dans le monde du travail, sont très présents. Donc l'objectif, c'était vraiment de finalement déconstruire ce mythe de l'égalité déjà là, et de montrer en fait dans quelle mesure le travail est non seulement un lieu d'expression des rapports de domination, mais aussi un lieu finalement de production et de reproduction des hiérarchies sociales, notamment en fonction du genre. La posture théorique de cet ouvrage... Je vais enlever la posture théorique de l'ouvrage, elle essaye, en tout cas j'ai essayé de tenir cette posture donc intersectionnelle, c'est-à-dire en prenant en compte l'intersection des rapports de domination, donc partir du principe que les femmes peuvent se trouver à l'intersection d'autres rapports de domination, par exemple le racisme ou encore le classisme. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais toutes les femmes ne font pas la même expérience du monde du travail. Donc l'objectif, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les femmes les plus privilégiées, comme le fait souvent la littérature en gestion, qui va se concentrer sur les femmes managers, par exemple. Donc là, l'idée, c'est de prendre en compte la pluralité des situations des femmes dans le monde du travail. Et le deuxième aspect, un peu en termes de posture théorique, c'est ce qu'on pourrait appeler une posture anticapitaliste, ou en tout cas un discours critique vis-à-vis des organisations capitalistes et de la possibilité d'avoir un féminisme qui serait intersectionnel dans des organisations capitalistes. Parce qu'il y a beaucoup de féminisme, de courants féministes en gestion qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le féminisme de marché, c'est-à-dire un féminisme qui est relativement libéral, individualiste, où on va plutôt essayer d'encourager la progression de certaines femmes qui seraient les plus privilégiées vers des postes de direction, mais qui oublient finalement la grande majorité des femmes. Donc là, l'objectif, c'était vraiment plutôt de repenser l'organisation du travail en essayant de sortir de ce système qu'est l'entreprise capitaliste. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un objectif très pragmatique, un objectif plus de réflexion et d'imagination des possibilités futures d'organisation du travail. Et le livre, il s'adresse vraiment à toutes les personnes qui peuvent avoir du pouvoir dans les entreprises de changer les choses. Donc, l'objectif, c'était de ne pas faire un livre supplémentaire qui donnerait des conseils aux femmes pour réussir en entreprise, parce qu'il y a beaucoup de livres comme ça d'empowerment, de comment réussir, comment surmonter les obstacles, etc., qui peuvent être très utiles au demeurant. Il y a aussi des livres qui sont qui parlent plus d'autodéfense, de comment se défendre face à la violence sexiste, par exemple, dans le monde du travail. Donc là, mon objectif, c'était pas forcément de m'adresser principalement aux femmes pour leur donner des clés pour s'en sortir, mais de m'adresser plutôt aux hommes, ou en tout cas aux managers, aux personnes qui ont du pouvoir de transformer leur environnement de travail pour faire changer les choses. Voilà, donc c'est un peu le positionnement de l'ouvrage. J'ai essayé de passer moins de temps sur chaque slide, sinon je vais parler pendant 3 heures. Donc le livre se découpe en 2 parties, et je vais reprendre un peu cette structuration. Donc une première partie où, comme je vous le disais, je vais un peu revenir sur ce qui a été dit en sciences de gestion, mais aussi en sociologie du travail, notamment sur la question du genre en entreprise. Et la deuxième partie est plus tournée vers l'action à différents niveaux. Donc je vous présenterai rapidement les pistes d'action que j'ai imaginées dans l'ouvrage, ou les idées que j'ai reprises d'autres recherches.
Donc la première partie, c'est finalement montrer qu'il y a un problème, montrer que les inégalités en particulier et la violence de genre persistent dans les entreprises, malgré parfois des discours qui, comme le disait en introduction Frédéric Pigère, peuvent donner à voir des entreprises comme des bastions du féminisme presque, ou en tout cas de la réalisation des femmes. Donc cette première partie, elle vise vraiment à montrer, dans un premier temps, la persistance des inégalités de genre dans les entreprises. Donc ces inégalités, on pense directement aux inégalités de salaire, mais en réalité, elles recouvrent d'aspects de la vie professionnelle. Par exemple, la capacité à déterminer ses objectifs, la possibilité d'organiser soi-même son travail, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le plaisir au travail, etc. Donc en fait, il y a plein d'aspects de l'expérience du travail qui vont être vécus différemment selon le genre en entreprise. Pour revenir rapidement sur les inégalités de salaire, puisque c'est quand même quelque chose d'important, il y a ce chiffre général qui est d'une persistance des inégalités de salaire d'environ 25% entre les hommes et les femmes. Alors bien sûr, je ne suis pas forcément une experte de la quantification des inégalités de genre, mais pour vous donner un peu des idées de qu'est-ce qui peut expliquer ces inégalités-là. Déjà, il y a le premier facteur, c'est la question du temps partiel qui est très inégalement réparti entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes travaillent à temps partiel, donc environ 30%, contre 7% des hommes. Et cette forme d'emploi, elle est à 80% féminine. Donc on voit que le temps partiel, c'est vraiment un facteur explicatif important des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. On a ensuite deux aspects sur lesquels je vais revenir, qui est d'un côté la ségrégation professionnelle par métier, c'est-à-dire que les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers et les métiers très féminisés ont tendance à être moins valorisés que les métiers masculinisés. Et on a la ségrégation verticale, qui est le fait que les femmes accèdent moins à des postes à responsabilité et donc ont des niveaux de revenus inférieurs. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer la persistance des inégalités de salaire, notamment les différences de salaire variables, c'est-à-dire le salaire qui va dépendre de la performance perçue des individus, qui est là encore inférieur pour les femmes, dont la performance va être vue comme moins importante. Voilà. Il y a aussi des attitudes qui vont être différentes par rapport à la négociation salariale. On sait que, par exemple, les femmes négocient beaucoup moins leur salaire, ce qui peut expliquer encore à la marge la persistance de ces inégalités de salaire. Donc, on voit qu'il y a plein de facteurs explicatifs sur lesquels je vais revenir plus ou moins dans la suite de cette présentation, qui, en tout cas, donnent à voir des inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que les inégalités entre les femmes se creusent et on observe ce qui a parfois été appelé une dualisation du marché du travail féminin, c'est-à-dire vraiment des écarts qui se creusent entre des femmes qui vont être qui vont avoir des postes à responsabilité avec des hauts niveaux de revenus ou des métiers valorisés, et l'immense majorité des femmes qui demeurent dans une forme de précarité laborieuse avec un emploi parfois qualifié d'un emploi en miettes, par exemple. Et donc, la littérature en gestion, elle s'intéresse quand même principalement aux femmes managers, qui représentent pourtant que moins de 15% des femmes qui travaillent. Donc, cette littérature en gestion, elle est quand même très peu développée. Et quand elle existe, elle s'intéresse principalement aux femmes qui sont déjà très privilégiées. Il y a assez peu de travaux qui vont en fait regarder le destin des femmes à l'intersection d'autres rapports de domination. En particulier, je vous ai mis ici un petit graphique qui reprend un rapport du défenseur des droits, donc qui montre les différences de discrimination dans le monde professionnel en fonction de différents critères, et en particulier, on voit que les femmes qui sont perçues comme noires, arabes ou asiatiques sont 65% à rapporter de la discrimination, alors que les femmes perçues comme blanches ne sont que 28%, entre guillemets, bien sûr, à rapporter de la discrimination. Donc on voit quand même on a un facteur 3 en termes de discrimination vécue dans l'emploi. Donc finalement, ça montre l'importance de prendre en compte la variété des situations vécues par les femmes dans le monde du travail. Et donc c'est pour ça que la notion d'intersectionnalité, elle est assez importante, c'est-à-dire l'idée de prendre en compte l'intersection des rapports de domination. Je vous ai mis ici une petite citation de Angela Davis qui nous dit que quand on étudie le rôle du genre dans la sphère économique, il est essentiel de reconnaître que le genre est toujours aussi une question de race et de classe. Donc finalement, le monde du travail, on peut difficilement faire l'économie d'une analyse intersectionnelle lorsqu'on s'intéresse à la question du genre. Ouais, je vais... Non, mais en fait, j'entends des petits bips, mais je sais pas... Ah, c'est peut-être dans la conversation? Je vois pas de... Ouais.
J'ai pas vu de questions dans le chat. Ouais. Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les dire plutôt à l'oral, parce que c'est plus facile à gérer ici. Ou après, oui, effectivement. Il y a quand même quelques travaux donc, qui s'intéressent à d'autres femmes que les femmes managers, et notamment, il y a des travaux qui se sont intéressés à ce qu'on appelle le travail du care. Donc, le travail du care, c'est le travail du soin en français. C'est l'ensemble des activités qui consistent à apporter une réponse concrète aux besoins des autres. Donc, ça va être, par exemple, les services d'aide à la personne, les métiers paramédicaux, les métiers de l'enseignement, etc. Et donc, ces travaux qui étudient donc les travailleuses du care montrent que non seulement c'est des formes d'emploi qui sont très féminisées, mais c'est aussi des emplois qui sont occupés par des personnes racisées. Donc, par exemple, il y a ce chiffre de 90% des aides à domicile en Île-de-France sont des femmes migrantes. Donc, ces travaux-là qui s'intéressent au travail du care vont adopter une perspective intersectionnelle. Et en général, les revendications de ces personnes et de ces travaux vont se construire en termes de conditions de travail et non pas forcément d'égalité. L'objectif, ça va être, j'y reviendrai, plutôt d'améliorer les niveaux de rémunération et les conditions de travail en général. Voilà, donc je vais essayer d'aller rapidement. Donc ça, c'était pour la question des inégalités. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, on voit qu'il y a la persistance d'un certain nombre d'inégalités dans le monde du travail. Le deuxième aspect qu'on peut documenter pour comprendre la situation des femmes dans le monde du travail, c'est la question des violences, et en particulier donc des violences sexistes et sexuelles. C'est un terme qui est maintenant assez connu notamment depuis MeToo, depuis l'émergence de cet acronyme VSS, violence sexiste et sexuelle, que vous avez sans doute, peut-être entendu. Et donc maintenant, le Code du travail donc, définit deux grands types, on va dire, de violences sexistes et sexuelles. Le premier, c'est les agissements sexistes, et le deuxième, c'est le harcèlement sexuel. Donc les agissements sexistes, c'est tout. Donc je vous ai mis une définition. C'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors en fait, c'est un dispositif qui vise à condamner ce qu'on appelle souvent le sexisme ordinaire. Donc c'est l'ensemble de ces comportements, de ces discours du quotidien qui caractérisent, ou qui produisent des environnements sexistes. Donc typiquement, je vous ai mis des chiffres à côté. Des compliments non sollicités sur la tenue, des blagues, des remarques par exemple sur le temps partiel. Donc on voit, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais on voit que c'est des choses qui sont très répandues et dont la majorité des femmes qui travaillent ont déjà fait l'expérience. Je vous ai mis ici donc un peu un détail, une liste finalement de ce qui peut être considéré comme des agissements sexistes, qui a été proposé dans ce rapport le sexisme dans le monde du travail. Donc on voit que finalement ces agissements sexistes, peuvent aller des blagues ou des remarques sexistes à l'incivilité, par exemple couper la parole, interrompre systématiquement en réunion, faire comme si la personne n'existait pas. Ça peut être aussi les interpellations familières, donc le fait d'appeler quelqu'un ma jolie, ma belle, miss, etc. La fausse séduction, donc ça c'est les compliments non sollicités visant le physique, qui induisent finalement une sexualisation des rapports au travail, qui est non désirée en général par les femmes qui en font l'objet. Ça peut être aussi essentialiser les compétences féminines, donc ça on y reviendra sur cette question des compétences qui seraient dont les femmes seraient naturellement dotées. Ça peut être aussi la police des codes sociaux de sexe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut aussi... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, dire à une personne qu'elle ne se comporte pas de la manière dont cela est attendu, suivant le genre perçu de la personne. Donc, par exemple, une femme ne va pas être assez féminine, mais ça peut aussi, en fait, se porter sur n'importe qui, par exemple, les hommes, qui peuvent être rappelés à l'ordre du genre aussi. Donc en fait, toutes ces manifestations-là quotidiennes du sexisme en entreprise sont condamnables, en tout cas en théorie, en tant qu'agissement sexiste. Je reviendrai dans la deuxième partie sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par rapport à ça. Et le deuxième aspect, le deuxième concept qui est important pour appréhender cette question de la violence sexiste et sexuelle en entreprise, c'est donc celle du harcèlement sexuel. Je pense que vous en avez probablement tous et toutes déjà entendu parler. Ce qui est peut-être intéressant d'avoir en tête, c'est en général, donc pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait une répétition des faits ou des gestes ou des propos inappropriés.
Mais il y a une forme de harcèlement sexuel qu'on appelle assimilé, où en fait, même l'occurrence de un seul fait suffisamment grave peut être considéré comme du harcèlement sexuel, en particulier le fait de demander ou d'exiger une faveur sexuelle en échange de quelque chose, d'une promotion, d'un accès à un poste, etc. Donc ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel assimilé. Donc c'est vraiment un phénomène qui est très répandu. Donc là, il y a ce chiffre. Je vous ai j'ai pas mis la source des chiffres. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais c'est des choses qui sont faciles à trouver. Donc une femme sur 5, victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Bon, sachant que c'est probablement plus parce qu'il faut encore prendre conscience qu'on vit du harcèlement sexuel. Il y a très peu de cas qui sont portés devant la justice, environ 5% des cas. Ce qui est aussi notable, c'est qu'il y a très peu, donc il n'y a pas beaucoup de cas qui sont rapportés à l'employeur, environ un tiers des cas, et que parmi ces cas qui sont rapportés à l'employeur, environ la moitié se résout au détriment de la plaignante, de la femme victime, c'est-à-dire qui va en général être soit mise au placard, soit licenciée selon son degré de vulnérabilité économique. Donc il y a un très grand risque en fait pour les femmes ou même n'importe qui en fait à rapporter des faits de violence sexuelle dans le monde du travail, puisque très souvent ça va se retourner contre elles en termes de décision de l'employeur. Et bien sûr, cette violence de genre, elle peut se conjuguer avec des imaginaires et des pratiques, des propos racistes, lesbophobes, validistes, voilà, toutes les autres formes en fait de rapports de domination qui peuvent exister, qui peuvent en fait donner une coloration entre guillemets différente au harcèlement sexuel. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que donc le code du travail va définir en fait et le code pénal définit ces différents faits qui sont passibles de différentes sanctions, mais on peut considérer la violence sexuelle comme un continuum, c'est-à-dire considérer qu'il y a en fait une gradation, bien sûr, hein, entre une blague sexiste et un viol, mais que ça participe de la même logique de violence et d'appropriation et de domination du corps des femmes, en particulier dans le monde du travail. Et c'est particulièrement critique dans le monde du travail parce que, en général, pour pas qu'il y ait violence sexuelle, on dit souvent qu'il faut que la personne consente à l'acte en question. La question du consentement, elle se pose quand même à nouveau frais dans le monde économique, où non seulement donc il y a le pouvoir hiérarchique qui peut entrer en jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand c'est mon manager qui se comporte de cette manière avec moi. Et le deuxième aspect, c'est la dépendance économique, c'est-à-dire effectivement, je suis dépendante de mon emploi pour gagner ma vie, donc quand on voit la manière dont se dénouent souvent les faits de violence sexuelle, il y a un risque économique très fort pour les femmes à dénoncer ce qu'elles vivent dans le monde du travail. Donc la contrainte, elle n'est pas forcément physique, comme on a souvent cet imaginaire dans le cas des agressions sexuelles, elle est très souvent économique dans le monde du travail. Et bien sûr, il y a des populations qui vont être plus ou moins fragiles selon le degré de vulnérabilité. Donc là, il y avait une étude qui est sortie sur les stagiaires, par exemple, qui sont très, très vulnérables face à ces questions de violence. Mais vous avez aussi un cas qui a été médiatisé, celui des femmes de chambre qui ont été en grève à l'hôtel Ibis de Batignolles pendant 2 ans. Donc il y avait un fait de viol par le dirigeant de l'hôtel. Donc on voit que c'est... bien sûr, plus la vulnérabilité économique est importante, plus ce genre de fait est susceptible de se produire. Et ce que je voulais aussi finir par dire sur cette question de la violence, c'est qu'on observe vraiment un apprentissage de l'impunité et de la violence, en fait, même dans la formation académique, puisqu'il y a des études qui sont sorties qui documentent ce qui se passe dans les écoles de commerce, donc qui sont les lieux de formation privilégiés des managers, et en particulier des managers, enfin des futurs dirigeants, des gens qui sont amenés à avoir des positions assez quand même élevées dans les entreprises, qui font état de bizutage et de faits de violence et d'agressions diverses et variées, en particulier des agressions sexuelles, mais aussi de la violence homophobe, par exemple, dans les grandes écoles de commerce. Et on voit que finalement, c'est pas mon analyse, hein, bien sûr, celle de différentes sociologues féministes qui montrent que finalement, ces lieux-là sont aussi des lieux d'apprentissage du pouvoir, et le pouvoir s'exerce souvent aussi par des faits de violence envers des personnes plus ou moins marginalisées. Voilà, donc ce que je voulais dire sur la violence. Donc ces deux aspects-là, simplement pour montrer qu'il y a donc la persistance de violence et d'inégalité au sein des entreprises, selon l'axe du genre. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que cette situation-là, elle peut perdurer, alors que d'un point de vue sociétal, on a l'impression que c'est de moins en moins légitime. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que les entreprises ne peuvent plus faire comme si elles n'en avaient rien à faire totalement du féminisme, ou des femmes, ou du genre, ou du harcèlement, par exemple.
Et pourtant, on voit cette persistance de ces inégalités et de cette violence. Donc, ce qui m'a intéressée dans cette deuxième partie, c'était de comprendre comment ces phénomènes-là perdurent de façon plus subtile, peut-être dissimulée. Et donc, j'ai fait appel à une littérature en gestion et plus particulièrement en théorie des organisations qui montre que les organisations en fait sont non pas des espaces neutres du point de vue du genre, mais que ce sont des espaces genrés, c'est-à-dire que les organisations, dans la manière dont elles fonctionnent, la hiérarchie, le leadership, etc., vont en fait faire perdurer des inégalités de genre de manière un peu plus subtile. Donc, il s'agit ici donc de montrer que le genre structure les organisations et comment les organisations en retour vont façonner le masculin et le féminin dans la société. Donc, je vous le disais au départ, donc un des aspects structurants dans les organisations, c'est la division, la ségrégation horizontale et verticale des tâches. Donc, dans un premier temps, la ségrégation horizontale, c'est le fait que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est important de creuser un petit peu plus, parce que c'est vraiment un facteur essentiel de la persistance des inégalités dans les entreprises. Il y a de plus en plus, évidemment, de mixité dans les emplois, c'est-à-dire que, bien sûr, les professions s'ouvrent aux hommes et aux femmes. Par exemple, des médecins, maintenant, il y a beaucoup de médecins femmes, mais on voit qu'en fait, dans la plupart des métiers, les hiérarchies, elles vont se reconfigurer, mais elles vont persister. Par exemple, les médecins, les femmes vont être plutôt médecins généralistes ou pédiatres et pas forcément chirurgiennes ou neurochirurgiennes, par exemple. Donc, en fait, il y a des reconfigurations plus subtiles au sein des professions, des hiérarchies genrées. Et par exemple, dans le cas des managers, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que les femmes managers et les hommes managers ont tendance à ne pas effectuer exactement le même métier. Et souvent, les femmes vont prendre en charge beaucoup d'activités pour s'occuper de la bonne marche de l'organisation, du fonctionnement des activités, éventuellement du bien-être des équipes, alors que les hommes managers vont avoir tendance à plutôt être orientés vers la résolution de problèmes, les actions un peu héroïques, etc. Donc, au sein des mêmes métiers, il peut y avoir des hiérarchies genrées dans la manière d'occuper les postes. Et un autre élément très important, c'est que pour chaque emploi, finalement, les personnes qui recrutent et même les personnes qui travaillent vont avoir une vision un peu stéréotypée de quelle est la personne idéale pour tel ou tel métier. Et donc, ces représentations-là, elles persistent de façon très importante. C'est-à-dire que quand on imagine, par exemple, une personne qui travaille dans le secteur de la petite enfance, on a tendance à imaginer une femme. Donc, en fait, pour chacun des métiers, en général, il va y avoir ces représentations-là qui vont en fait orienter les décisions, notamment de recrutement, et qui expliquent la persistance de cette ségrégation occupationnelle. Et bien sûr, cette ségrégation-là, elle s'appuie sur une forme de naturalisation des compétences, c'est-à-dire on va partir du principe notamment, par exemple, que les femmes ont des qualités naturelles pour certains métiers, par exemple pour les métiers du care, les métiers de l'enseignement, la petite enfance, etc. Et que cet état, finalement, est indépassable parce qu'il y a quelque chose de biologique et de naturel. Donc, le deuxième aspect important qui explique la persistance des inégalités dans les entreprises, c'est donc la ségrégation verticale. Pourquoi est-ce que la question, c'est un peu pourquoi est-ce que les femmes ont moins de postes à responsabilité que les hommes? Et donc là, vous avez des travaux en fait qui ont montré que dans la manière même dont est conçu, dont est pensé le rôle du manager, il y a des représentations genrées derrière. C'est-à-dire que le manager et sa fonction, le dirigeant, c'est pas un concept qui est neutre du point de vue du genre. Il a été pensé par des chercheurs en gestion en particulier. Et un des aspects importants de qu'est-ce qu'un bon manager, c'est une personne qui est disponible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est disponible à 100% pour son travail, donc qui suppose un engagement vraiment total pour l'entreprise, à la fois dans la journée, mais aussi dans la semaine, dans l'année, etc. Et qui est bien sûr difficilement compatible avec des responsabilités familiales. Or, vous n'êtes pas sans savoir sans doute que la répartition des tâches domestiques et parentales est encore très inégalitaire entre les hommes et les femmes. Et donc finalement, cette répartition inégalitaire ainsi que le fait qu'on suppose que les femmes en fait, prennent en charge la majorité du travail reproductif font que les femmes ne sont jamais perçues comme étant disponibles ou sans entrave. Et que la plupart du temps, elles le sont effectivement beaucoup moins, puisqu'elles ont encore la plupart de ces responsabilités-là.
Et donc, cette représentation-là de ce qu'est un bon manager, on voit qu'elle n'est pas neutre du point de vue du genre, et donc ça explique finalement que les femmes sont souvent perçues comme ne pouvant pas être des managers. Et là, je vous ai mis un exemple d'une conférence qui avait été proposée en 2020 dans une école de commerce d'Angers. Donc les femmes sont-elles vraiment capables d'être des bons managers? Donc on voit que c'est clairement quelque chose qui coule pas de source et qui continue de poser question. Alors après ils ont été contraints de changer le nom de leur conférence parce que ça a un peu fait débat, mais on voit qu'en tout cas c'est une question qui semble totalement naturelle pour pas mal de personnes dans le monde de la gestion. Mais parce que ça sort pas de nulle part, parce qu'effectivement, l'histoire de la gestion elle est extrêmement orientée du point de vue du genre. Et donc, quand on poursuit un petit peu l'enquête, on se rend compte que donc, derrière cette représentation des managers, il y a la question de qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce que le leadership. Et donc, des travaux ont montré que le leadership est loin d'être un concept neutre du point de vue du genre et que là encore, il est ancré en fait dans la masculinité, mais également dans la blanchité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un concept ancré dans la masculinité? C'est-à-dire que les caractéristiques qui sont associées au leadership, au fait d'être un leader, elles sont très facilement rapatriables dans la masculinité, c'est-à-dire que ça va souvent être des adjectifs, des caractéristiques qui sont aussi associées à la masculinité. Et en particulier, vous avez des recherches qui montrent que vous avez deux types de leaders. Un leader qui va plutôt incarner une sorte de père, donc une vision un peu paternaliste de la masculinité, où la personne est là pour prendre soin de ses employés, ou une masculinité qui est plus compétitive, où il va y avoir une confrontation entre leaders pour être le meilleur, etc. Donc, en tout état de cause, vous avez des travaux qui, par exemple, montrent que le leadership, loin d'être un ensemble objectif de qualité neutre qu'une personne devrait détenir pour pouvoir être leader, est en fait une parodie basée sur un idéal de l'ego masculin qui glorifie l'individualiste compétitif, combatif, contrôlant, créatif, agressif et indépendant. J'aime bien cette phrase, donc je l'ai mise. Vous avez d'autres recherches qui ont montré aussi qui ont questionné le rapport entre leadership et race et qui ont montré que notamment le fait d'être blanc est perçu comme en général un attribut d'un business leader et que les leaders blancs sont perçus comme étant plus performants que les leaders racisés. Et donc finalement, la blanchité, elle a été analysée comme une sorte de capital culturel qui facilite la progression de la carrière, donc comme étant en fait une compétence en soi pour devenir un leader. Donc c'est assez utile utile, je suis un peu cynique quand je dis ça, mais finalement, l'apparente neutralité du concept de leadership, elle permet vraiment d'expliquer la persistance de la ségrégation verticale, puisqu'en fait, dans les entreprises, et même, je pense, d'un point de vue social, la question de la hiérarchie, elle est beaucoup moins remise en question. C'est-à-dire, on va se dire, effectivement, c'est légitime que des personnes soient payées plus parce qu'elles n'ont pas les mêmes responsabilités. C'est normal qu'elles soient à ce poste-là parce qu'elles détiennent des compétences spécifiques qui font d'elles des leaders. Et donc, cette idée-là, elle est quand même très peu remise en question d'un point de vue sociétal et dans les organisations. Et donc, le leadership est vu comme quelque chose de neutre, alors que quand on creuse, on voit que finalement, structurellement, cette notion-là, elle va privilégier certaines catégories de personnes et donc reproduire les rapports de domination liés au genre et à la race en particulier. Donc ça me semble assez important parce que ça montre bien la dimension genrée des organisations. C'est-à-dire, il est plus acceptable de dire, par exemple, je refuse de vous promouvoir parce que vous êtes une femme, mais par contre, ça va être possible de dire, je refuse de vous promouvoir parce que vous n'êtes pas assez charismatique, par exemple. Donc c'est ce que je voulais. C'est ce qui me semble important dans cette idée que les organisations ont l'air d'être neutres du point de vue du genre, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui sont amenées à habiter ces positions de management ou à naviguer des environnements de travail très masculins? Par exemple, il y a certaines industries où il y a principalement des hommes, par exemple l'aéronautique, où il y a certaines catégories professionnelles aussi, où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, les femmes qui sont dans ce genre d'environnement-là, elles font face à ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'elles doivent à la fois remplir leur rôle professionnel, avec des compétences qui sont plutôt associées à la masculinité, et aussi en fait remplir leur rôle social, c'est-à-dire leur rôle de genre. Et donc c'est très souvent assez peu compatible. Je vous ai mis un exemple ici, par exemple, de l'éloquence, de comment est-ce qu'on doit parler. En général, vous avez des travaux qui montrent que pour avoir l'air d'un leader, pour performer le leadership, il faut parler d'une voix forte, être très affirmé, parler plus fort que les autres, avec des formulations assez directes, être sûr de soi, etc. Alors que les normes de genre en matière d'éloquence, elles vont plutôt exiger des femmes qu'elles soient pas trop directes, assez humbles, rassurantes, maternantes, etc. Et donc, très souvent, des femmes qui vont se comporter d'une manière attendue
dans des postes de leadership, c'est-à-dire parler très fort, être très affirmées, elles vont être rappelées à l'ordre du genre très souvent, c'est-à-dire en étant soit insultées, soit traitées, par exemple, je vous ai mis ici être targuées d'agressivité, d'hystérie, etc. Donc il y a une forme d'impasse très souvent qui se pose, en tout cas pour les femmes qui sont dans ces injonctions paradoxales, qui ont bien sûr des impacts sur non seulement l'évolution de leur carrière, mais aussi sur la santé psychologique et physique. Et pour illustrer un petit peu cette question des injonctions paradoxales, j'ai bien aimé cette recherche sur les vêtements. Donc vous avez des travaux qui regardent un peu comment s'habillent les gens en entreprise. Et donc ce travail-là regarde un peu les pratiques vestimentaires des consultants. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les cabinets de conseil. Je pense que tout le monde en a entendu parler récemment. Mais donc ces cabinets de conseil-là sont héritiers des premières personnes qui ont cherché à organiser le travail depuis Frédéric Taylor, le début du XXe siècle. Donc les consultants, pour avoir l'air finalement d'un consultant, pour avoir l'air expert, donc ce qu'elles appellent le passing, pour avoir un passing expert, donc pour avoir l'air d'être un expert, il faut s'habiller de façon professionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire s'habiller de façon professionnelle? C'est en référence au vestiaire masculin, c'est un costume, un tailleur, enfin pas un tailleur du coup, un costume de ville avec une cravate ou pas de cravate éventuellement. Et donc, ce qui se passe, c'est que les femmes doivent en fait avoir l'air professionnel, donc s'habiller en référence au vestiaire masculin, tout en ayant finalement un passing de genre qui soit acceptable, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir l'air d'une femme. Donc, ça les met face à voilà, clairement une injonction paradoxale, comment est-ce qu'elles peuvent s'habiller. Et on voit qu'il y a deux figures repoussoires hein, dans cette entreprise-là. C'est la bimbo, c'est-à-dire il ne faut pas avoir l'air trop féminine, c'est-à-dire pas des jupes trop courtes, pas des décolletés trop plongeants, sinon on est hyper sexualisé et donc délégitimé en tant que professionnel. Par contre, il ne faut pas avoir l'air trop androgyne non plus, c'est-à-dire pas trop masculine non plus, sinon là on transgresse les frontières de genre. Donc en fait, il faut, en général ce qu'elle montre, c'est que les femmes, elles performent une forme de féminité bourgeoise très classique, un peu discrète, etc., qui bien sûr n'est pas accessible à toutes les femmes, de façon assez clair. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il y a une très grosse hypocrisie de ces entreprises-là qui, par ailleurs, peuvent exploiter le travail esthétique des femmes consultantes. Par exemple, vous avez des travaux en comptabilité, donc il y a de la recherche en comptabilité qui est très intéressante. Et donc, vous avez ces travaux-là qui étudient le cas des auditrices, donc des femmes qui travaillent dans des cabinets d'audit. Et donc, on voit que leurs employeurs les incitent à s'habiller de façon un peu plus proche de la bimbo, on va dire, à mettre des jupes plus courtes, etc., pour aller chez les clients, pour performer une forme de naïveté, de séduction, pour avoir plus facilement accès à des informations. Et en retour, en fait, elles se font stigmatiser dans leur entreprise parce qu'on va partir du principe que qu'elles ont réussi simplement parce qu'elles ont séduit les clients et que ça n'a aucune valeur professionnelle. Donc on voit que c'est un peu infernal, en tout cas à naviguer ce genre d'injonction paradoxale. Et ça me semble assez illustratif de la manière, de cette question de la nature genrée du professionnalisme dans bien des espaces. Et donc, ce qui est à l'œuvre, hein, c'est que bien sûr, les mêmes comportements vont être perçus différemment selon le genre des individus. Donc, je ne vais pas forcément revenir beaucoup sur les stéréotypes de genre ici, mais ce qui me semblait intéressant, c'est de noter ce double standard qui caractérise très souvent l'expérience au travail, c'est-à-dire que des comportements similaires vont être analysés différemment selon le genre. Donc, par exemple, je vous ai mis ici un petit tableau avec différents exemples. Par exemple, une personne qui va dire « je pense que je suis la personne la mieux placée pour mener ce projet à bien ». Bon, si c'est un homme qui l'a dit, on va considérer qu'il est confiant, sûr de lui. Si c'est une femme, on va considérer qu'elle est arrogante. Donc, bien sûr, c'est des généralités, ça peut varier selon les cultures d'entreprise, les espaces de travail, mais il y a cette idée que quelque part, les comportements des femmes vont toujours être lus de façon plus négative que celle des hommes en entreprise. Voilà, je vous ai mis un autre exemple sur la prise de parole. En général, je ne vais pas forcément développer, mais effectivement, le stéréotype de la femme bavarde va jouer énormément au détriment de ces dernières dans les espaces de réunion. Je n'ai pas forcément le temps de développer, il faut que j'aille un peu plus vite. Donc, un autre aspect structurant pour comprendre la persistance des inégalités, c'est bien sûr de regarder comment sont gérées les carrières et les individus, donc plutôt là en s'intéressant à l'aspect gestion des ressources humaines et en essayant de regarder en fait ce qui se cache derrière des outils de gestion des ressources humaines qui ont l'air là encore d'être plutôt rationnels, neutres, transparents, qui sont parfois mis par écrit, etc.
Et donc, des chercheuses se sont intéressées à ce qu'elles appellent la dimension sexuée de la gestion des carrières, c'est-à-dire le fait que dans la manière même dont on envisage la carrière, la notion de carrière et la progression de carrière, qu'est-ce que ça veut dire faire une belle carrière, par exemple, il y a des représentations de genre qui entravent les femmes. Donc, par exemple, elle montre, et ça me semble assez intéressant, que le fait d'avoir une famille va être vu comme quelque chose de très positif, enfin, comme va renforcer la carrière des hommes alors qu'elle va plutôt nuire à la carrière des femmes. Puisqu'on voit par exemple que pour que la naissance d'un enfant, elle va faire perdre du salaire aux femmes, mais gagner du salaire aux hommes. Et ici, on voit, je vous ai mis un tableau qui me semble aussi assez illustratif. Vous voyez que l'écart de revenu salarial entre deux personnes qui n'ont pas d'enfants, il est de 18%. Et cet écart-là, il augmente à mesure du nombre d'enfants. Donc on voit que parmi les personnes qui ont 3 enfants ou plus, l'écart entre les hommes et les femmes, il est de 47,5%. Donc vraiment, le fait d'avoir une famille va agir pour les hommes comme un critère de respectabilité, de sérieux, on va considérer aussi qu'ils ont besoin d'un revenu plus élevé pour prendre soin de leur famille, alors que pour les femmes, on va considérer qu'elles sont moins disponibles finalement pour l'entreprise et de fait, elles vont perdre du salaire. Un élément aussi intéressant, c'est de se dire que dans beaucoup d'entreprises, un moment clé de la carrière, c'est vers 35 ans. C'est-à-dire que c'est en général le moment où, pour les cadres, bien sûr, ça va se décider qui va avoir une carrière ascensionnelle et les personnes qui vont plutôt rester au même niveau hiérarchique. Or, c'est clairement un moment où les gens ont tendance à avoir des enfants. Et donc, dans la manière dont les entreprises évaluent la qualité, on va dire, de leurs employés et leur disponibilité pour l'organisation. À ce moment-là, finalement, les femmes ont tendance à prendre, par exemple, des congés maternité et donc sont vues comme étant moins disponibles, donc moins susceptibles d'avoir ce genre de carrière. Donc, on voit en fait dans la manière même dont sont pensés les parcours de carrière, il y a des pratiques. Là, on n'est même plus au stade des représentations, mais vraiment des pratiques de gestion des ressources humaines qui, structurellement, empêchent les femmes d'accéder à ces postes-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder un peu comment les représentations de genre elles sont intégrées dans les outils de gestion des ressources humaines. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la notion de haut potentiel, mais en entreprise, très souvent, les dirigeants vont faire, dans la manière de gérer le personnel, on va identifier des personnes qui ont du potentiel. Donc, on va mettre sur des listes de haut potentiel les personnes qu'on a envie de promouvoir, à qui on veut donner des promotions. Et donc, on va évaluer, en fait, le potentiel des individus. Et donc, dans ces grilles d'évaluation, parfois, il y a vraiment une envie d'être transparent, justement, de rationaliser le processus pour limiter l'entre-soi, la cooptation, etc. Et donc, dans ces grilles-là, on voit que les critères, par exemple, ici, l'exemple d'un critère d'une entreprise, c'est l'ambition, le tonus, le dynamisme ou le charisme, par exemple. Donc, quand on regarde le charisme, c'est intéressant parce que donc l'idée, c'est pour être considéré comme un haut potentiel, un futur manager, il faut avoir du charisme et donc pouvoir exercer un pouvoir d'influence, un pouvoir de séduction. Alors ça me semble assez illustratif parce qu'évidemment, le pouvoir de séduction n'a pas le même sens quand il est incarné par un homme ou par une femme. Pour un homme, ça va être vu comme du charisme, et pour une femme, probablement pas. Ça va plutôt être vu comme quelque chose de malhonnête, une promotion canapé, etc. Donc, on voit que les grilles d'évaluation, même lorsqu'elles se veulent neutres et transparentes, elles sont porteuses de représentations genrées qui, structurellement, en fait, vont empêcher l'accès des femmes à ces postes à responsabilité. Voilà, donc ça, c'était pour la dimension plus... essayer de montrer comment les organisations, dans leurs pratiques et les concepts qui façonnent leur activité, perpétuent des inégalités de genre. Maintenant, je voudrais peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à ça et présenter des travaux qui montrent en fait... comment expliquer ça? Qui montre que la manière dont fonctionnent les organisations est soutenue par une organisation sociale plus générale qu'on appelle la sous-structure genrée des organisations et qui finalement en fait montre que le fonctionnement des organisations, il repose aussi sur une division sexuelle du travail entre le travail productif et le travail reproductif. Donc déjà, peut-être commencer par présenter ce qu'est le travail reproductif. C'est en fait l'ensemble du travail, donc en général le travail domestique et parental, qui permet la reproduction des individus à la fois quotidiennement, c'est-à-dire le fait d'arriver au travail avec des vêtements propres, en ayant mangé, etc., en ayant une maison qui est en ordre, et également la reproduction générationnelle de la force de travail, c'est-à-dire le fait d'avoir toujours des nouvelles personnes pour travailler, donc le fait de faire des enfants.
Donc le travail reproductif va inclure ces deux formes finalement de reproduction. Et donc, ce qui a été montré, bien sûr, c'est que le travail reproductif, il est attribué aux femmes et donc qu'elles effectuent principalement encore ce travail reproductif. Donc à la fois le travail domestique, le travail parental. Donc cette division sexuelle du travail entre le travail productif et le travail reproductif, elle est vraiment au cœur du fonctionnement du système capitaliste. Et donc là, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail, mais vous avez des travaux, là, ce n'est pas du tout des travaux en gestion que je mobilise, hein, c'est plutôt des travaux en économie, en sciences politiques, en sociologie. Qui sont des perspectives féministes inspirées du marxisme, des perspectives féministes matérialistes, qui essayent de montrer en fait que le fonctionnement des organisations est soutenu par cette division sexuelle du travail, où les femmes sont assignées à la reproduction sociale. Donc finalement, il y a un aspect économique à la domination des femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un rapport d'oppression où on va attribuer une valeur moindre au féminin, mais il y a bien une dimension économique d'exploitation du travail des femmes, et en particulier donc du travail reproductif. Pardon. Et donc, ce qui se passe dans la famille n'est pas de l'ordre du privé, mais a bien un lien direct avec ce qui se passe dans la sphère professionnelle, puisque, comme on l'a vu, hein, cette assignation des femmes au travail reproductif est très liée avec le fait qu'on ne va pas les percevoir comme disponibles pour le travail productif. Et donc, c'est des travaux qui me semblent très intéressants parce que ça permet de réinsérer les entreprises dans la société et de montrer que le travail reproductif, c'est pas un travail qui a existé de tout temps et qui est quelque chose de pré-capitaliste. Hein. C'est vraiment un travail qui a été façonné au moment de l'émergence du capitalisme. Donc ça, c'est les travaux de Silvia Federici qui sont passionnants. Elle fait la généalogie en fait, de l'émergence du capitalisme en montrant que finalement, au moment de l'émergence du capitalisme, il y a eu la division entre le travail productif et le travail reproductif. D'un côté, on a dit le travail productif va être rémunéré et il a été attribué principalement aux hommes et les femmes ont été assignées au travail reproductif non rémunéré et que c'est vraiment un travail qui est essentiel au fonctionnement du travail productif. Parce que s'il n'y a pas de nouveaux travailleurs chaque jour, il n'y a pas de travail et s'il n'y a pas de force de travail, il n'y a pas d'accumulation possible dans le système capitaliste. Voilà, j'ai été très vite, mais ça me semble être des choses essentielles. Non, je vous en prie. Qu'il faut aussi noter, ce qui est important, c'est qu'on assiste, hein, de la même manière qu'on a une réorganisation du travail productif, on assiste à une réorganisation du travail reproductif, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de femmes maintenant dans les pays européens, par exemple, qui en fait délèguent le travail reproductif à d'autres femmes, donc en particulier à des femmes moins privilégiées, des femmes racisées, et donc c'est ce qui leur permet d'être plus disponibles pour leur travail. Donc en embauchant par exemple des personnes pour s'occuper de leurs enfants notamment. Et donc on assiste à ce qu'on appelle des chaînes de care mondialisées où finalement le travail reproductif il est délégué le long de chaînes de femmes en fait qui vont s'occuper d'enfants des autres et ce qui permet finalement à cette minorité de femmes d'être disponibles et de rentrer en fait de pouvoir accéder à des fonctions à responsabilité en entreprise. Donc voilà, cette répartition, en tout cas, ce qu'on peut dire, pour essayer d'aller un peu vite, parce que je parle beaucoup trop lentement, c'est 1 heure, hein, vous m'aviez dit, hein, à peu près. Ok. Donc cette répartition du travail, en tout cas dans la famille, elle est la cause et la conséquence des inégalités dans le cadre du travail salarié. Ce qui me semble aussi, ce qui l'illustre bien, c'est par exemple, vous avez les travaux de Bessières et Golac qui ont montré Le genre du capital, qui est un livre récent qui est vraiment passionnant. Elle montre que les écarts de revenus vont augmenter de façon exponentielle lors de la mise en couple. C'est-à-dire que entre célibataires, on n'a que 9% d'écart de revenus entre les hommes et les femmes. Par contre, entre les personnes en couple, on a 42% d'écart de revenus. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue au moment de la mise en couple et en plus encore de l'émergence de la famille qui va structurellement en fait limiter l'accès des femmes à des postes dans les entreprises et à des rémunérations équivalentes à leurs partenaires.
Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, la question c'était un peu qu'est-ce qu'on fait pour essayer. Donc je voulais essayer de ne pas rester au stade de la critique, puisque vous avez beaucoup de travaux en gestion et c'est très important qui essayent de déconstruire ce qui se passe pour comprendre, pour avoir des grilles d'analyse. J'ai essayé de me demander qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc je vais pas développer tous les niveaux parce que j'ai plus le temps, mais j'ai identifié 3 niveaux d'action possibles. Le premier, c'est un niveau individuel, donc qu'est-ce qu'on peut faire individuellement quand on travaille en entreprise pour changer un petit peu les situations que j'ai décrites précédemment. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'organisation, donc au niveau de l'entreprise, comment on peut changer les pratiques de son entreprise. Et puis, un dernier niveau qui est plus au niveau sociétal et qui se demande s'il ne faudrait pas en finir avec les entreprises capitalistes. Donc, je suis plutôt pour la solution 5, mais la solution au niveau sociétal, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre rapidement, on va dire. Donc au niveau individuel, je ne vais pas forcément beaucoup développer, mais là, l'objectif, c'était de donner des conseils très concrets aux managers pour savoir, voilà, quelqu'un qui serait de bonne volonté, qui n'y connaît rien, mais qui se dit que voilà, il voudrait faire quelque chose, même qui n'a pas beaucoup de pouvoir dans les organisations. Qu'est-ce qu'il peut faire pour s'engager aux côtés des femmes, aux côtés des féministes? Donc là, je me suis appuyée pas mal sur les travaux de Dupuy-Derry, qui est il fait des sciences politiques, donc je ne sais pas, politicien? Non, pas, bref, politologue, politiste. Qui souligne en fait que pour que les hommes qui s'engagent dans la lutte féministe s'engagent dans un processus de disempowerment, c'est-à-dire de perte de pouvoir, et donc que c'est pas évident, c'est-à-dire que ça leur implique de renoncer à certains de leurs privilèges, notamment liés à leur pouvoir de domination et à leur pouvoir, ce qu'il appelle le pouvoir avec, c'est-à-dire le pouvoir lié à l'appartenance à un groupe, donc notamment par le biais de la solidarité masculine, de la solidarité de classe en entreprise. Voilà, donc il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver les managers et les hommes à devenir féministes. Là, j'ai repris les travaux d'Alban Jacquemart qui s'est intéressé à l'engagement des hommes dans le mouvement féministe. Donc, ça peut être par souci humaniste, hein, cette aspiration pour une société plus égalitaire. Vous avez aussi un registre identitaire où les personnes vont en fait essayer de déconstruire les stéréotypes de genre en se disant que finalement la masculinité aussi est contrainte par les normes de genre et que effectivement ça peut les libérer d'une certaine manière de s'engager dans la lutte féministe. Et bien sûr, en entreprise, vous avez aussi le registre de la performance, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui essayent de montrer, sans toutefois vraiment y arriver, que l'égalité est bonne pour la performance de l'entreprise, en gros. Donc là, je donne un certain nombre de conseils, je ne vais pas développer ici, des choses très concrètes, hein. J'ai voulu être vraiment assez directive sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller acheter mon livre. Je vais aller un peu vite sur ça. Donc, je donne des idées de choses à lire, parce que l'idée, c'est de se former aussi individuellement. C'est un travail assez important qui me semblait être nécessaire de faire individuellement. Et puis, juste pour donner quelques idées, par exemple, ce qui semble important, c'est que dans les entreprises, il y a beaucoup d'espaces de non-mixité non officiels, hein, les comités exécutifs, les comités de direction, même des choses plus informelles. Donc là, l'objectif, c'est par exemple de pratiquer ce que Dupuy-Derry appelle le boy watch, donc le fait de reprendre ses collègues, même dans des espaces où il n'y a pas de femmes ou de personnes qui sont directement visées par les propos problématiques, par exemple, mais voilà, de ne rien laisser passer, d'écouter et de croire les femmes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Un élément important aussi, c'est se préoccuper du travail reproductif, c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup d'hommes qui ne prennent pas leur congé paternité. Donc là, le dernier chiffre que j'ai, c'est 40% des pères qui auraient pu prendre leur congé paternité ne l'ont pas fait ou pas en entier. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être pénalisés dans leur carrière. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui est assez facile à faire au niveau individuel, hein, prendre ses congés paternité. Donc voilà, je donne des petites idées comme ça, qui me semblent en tout cas assez actionnables directement dans les entreprises. Maintenant, un niveau qui me semble plus important, c'est essayer de transformer son organisation. Donc là, bien sûr, ça demande d'avoir plus de marge de manœuvre dans son entreprise. Et là, sur ce volet-là, j'ai identifié plusieurs choses. C'est loin d'être une liste exhaustive et je reprends aussi des idées de plein de personnes. Je vais vous présenter les 3 premiers rapidement. Donc là, le premier volet, c'était essayer de produire des chiffres qui sont vraiment utiles à la lutte pour l'égalité, puisqu'il y a un certain nombre
on va dire que la quantification est vraiment un enjeu, un terrain de lutte très important aujourd'hui, parce qu'il y a des chiffres dans tous les sens, hein, on en discutait tout à l'heure. Dès qu'on donne des chiffres à nos étudiants, par exemple, sur les inégalités, il y a toujours beaucoup de contestations sur d'où viennent ces chiffres, comment ils sont calculés, etc. Donc c'est important de se préoccuper de cette question des chiffres, et y compris dans les entreprises qui ont en fait des obligations assez minimales en termes de production d'indicateurs en matière d'égalité. Je vous ai donné ici l'exemple de l'index égalité homme-femme qui est obligatoire maintenant pour les entreprises. Elles doivent produire donc cet index qui est une note sur 100, qui est censé donner en fait une sorte de score général de comment est-ce que l'entreprise s'en sort en termes d'égalité professionnelle. Donc ce score-là, il est calculé de la manière que vous pouvez voir sur la slide. Vous avez 40 points sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, 20 points sur l'écart de répartition des augmentations individuelles, 15 points sur combien de salariés sont augmentés à leur retour de congé maternité, 15 points sur la répartition des promotions, et puis 10 points sur le nombre de femmes dans les plus hautes rémunérations. Donc l'idée, c'est de produire un chiffre qui puisse permettre de comparer les entreprises entre elles. Et donc, c'est pour un effet d'affichage, un peu, c'est censé encourager les entreprises à améliorer du coup leur score sur ces aspects-là pour pouvoir communiquer une meilleure note. Donc, si elles ont moins de 75 sur 100, elles ont des sanctions si elles ne prennent pas d'action correctrice dans les 3 ans. Donc, il y a quand même une petite contrainte de ce point de vue-là. Mais il y a beaucoup de critiques quand on regarde comment est calculé cet index. Donc là, je m'appuie sur des travaux de personnes qui sont plus spécialistes de la quantification des inégalités, qui montrent que finalement, le mode de calcul est totalement discutable. Par exemple, pour l'écart de rémunération, il est calculé en équivalent temps plein. Donc, je vous disais au départ qu'un des facteurs importants des différences de salaire entre les hommes et les femmes, c'est le temps partiel, qui est une forme d'emploi très fortement féminisée. Donc là, effectivement, quand vous rapportez tous les salaires à un équivalent temps plein, vous effacez totalement le facteur temps partiel comme facteur d'inégalité de salaire. Donc là, on voit, bon, c'est juste un exemple, mais qui remet en question quand même la pertinence de ce chiffre. C'est aussi un chiffre qui est très opaque parce que les entreprises ont uniquement l'obligation de communiquer sur la note globale et pas sur le détail. C'est un chiffre qui n'est pas négocié avec les syndicats, qui est vraiment juste produit par la direction de l'entreprise comme ça, qui sort de nulle part. Donc, c'est un bon exemple de cette ambiguïté des chiffres où les entreprises peuvent vraiment s'en saisir pour étouffer toute revendication féministe en leur sein. C'est vraiment quelque chose qui est rapporté dans pas mal de recherches où les entreprises vont dire « mais enfin, j'ai 80 sur 100, c'est une manière aussi, par exemple, d'étouffer les revendications syndicales en disant « voilà, il n'y a pas de problème dans mon entreprise ». Donc, les chiffres sont, voilà, comme je ne vais pas rentrer dans les détails de la sociologie de la quantification, mais l'idée, c'est de reconnaître que les chiffres sont à la fois un outil de connaissance important pour faire advenir un problème comme objet du débat public, mais c'est aussi un dispositif de pouvoir qui est susceptible, en fait, d'éradiquer du débat public certains débats. Et donc, il y a cette notion de activisme que je trouve intéressant parce que c'est un peu... c'est un mot valise, mais qui est assez intéressant, qui montre qu'en fait, les chiffres deviennent vraiment un terrain de lutte de plus en plus. Il y a une forme de technicisation des débats relatifs à l'égalité professionnelle, mais pas uniquement en fait dans les entreprises. Et donc, il semble important de se préoccuper de ces aspects qui semblent peut-être un peu techniques. Donc voilà, pour chacun en fait de ces aspects, dans le livre, j'essaie de donner des recommandations aux entreprises pour essayer de les mobiliser, notamment sur le fait d'aller au-delà des exigences légales, d'avoir une démarche vraiment proactive sur le sujet. Et donc, donc là, en particulier, par exemple, de prioriser la négociation d'indicateurs avec les syndicats, qui est en général quelque chose de beaucoup moins facile à communiquer, beaucoup moins susceptible de faire l'objet un peu d'un féminisme washing, mais qui est sans doute plus efficace. Le deuxième aspect, c'est prévenir et gérer la violence. Donc ça semble un peu aussi une chose importante. Alors le code du travail, là, sur ce sujet, donc il donne pas mal de définitions. Qu'est-ce que c'est le harcèlement sexuel? Qu'est-ce que sont les agissements sexistes? Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est très encadré du point de vue de la loi, mais quand on regarde dans le détail du code du travail, en fait, c'est très peu prescriptif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu d'obligations qui sont faites aux entreprises sur concrètement qu'est-ce qu'elles doivent faire pour lutter contre les violences. Donc vous avez des actions de prévention qui sont obligatoires. Par exemple, il faut avoir une forme d'affichage pour informer les salariés, mais là encore, rien ne nous dit si c'est juste une affiche, combien d'affiches, qu'est-ce qu'il doit y avoir sur les affiches, etc. Il faut désigner un référent en matière de lutte contre les VSS. Il faut mentionner dans le règlement intérieur les dispositions du Code du travail concernant le harcèlement et les agissements sexistes et élaborer une procédure de signalement des faits de violence. Mais par exemple, rien ne nous est dit sur
quelle est la nature de cette procédure. Ces obligations spécifiques, elles se doublent d'une obligation générale de garantir la santé et la sécurité des employés. Donc, et donc les violences sexuelles rentrent dans cette, dans cette obligation générale de santé et de sécurité, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Donc, le risque principal... alors, attendez. Oui, je l'ai pas dit dans le bon sens. Donc, pour prévenir ces risques de violence qui mettraient en péril la santé et la sécurité des employés, la principale recommandation du Code du travail, c'est la formation. Il faut former les managers, former les membres, les délégués du personnel, donc les membres du comité social et économique, à un certain nombre d'aspects, donc aux dispositifs légaux, au fait de repérer, d'identifier les situations de harcèlement sexuel, repérer les signes, par exemple, d'une personne qui serait victime de harcèlement sexuel, etc. Donc la formation, c'est vraiment le nerf de la guerre du Code du travail, qui nous dit, voilà, pour prévenir l'émergence des violences, il faut former les gens. Ça semble effectivement important, vu la faiblesse de la formation continue, la formation initiale, pardon, sur ce sujet. Moi qui travaille en gestion et qui forme les gens qui seront amenés à avoir des positions de management, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout sur la question des violences sexuelles, à part si c'est quelque chose qui nous anime personnellement et où on en parle dans nos cours, mais en termes de curriculum, vraiment, c'est inexistant. Donc la formation, c'est important. Mais toutefois, ça me semble insuffisant, surtout car les entreprises, en fait, ont assez... parce que je me réorganise. Quand on regarde un petit peu la procédure que doivent suivre les entreprises face à un signalement de violence. Donc, le harcèlement sexuel peut faire l'objet de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires. Donc, les sanctions pénales, c'est des sanctions pénales de prison, des amendes. Les sanctions disciplinaires, c'est l'employeur qui peut prendre une décision au sein de l'entreprise, par exemple le licenciement. Et donc, le harcèlement sexuel peut faire l'objet de ces deux types de sanctions. Les agissements sexistes ne peuvent faire l'objet que de sanctions disciplinaires. Mais donc, quand l'employeur reçoit un signalement, il a la possibilité de faire une enquête. Mais ce qui est important, c'est bien le terme peut faire une enquête, c'est-à-dire que le Code du travail n'oblige pas l'employeur à mener une enquête, à part si le fait de violence lui est ramené par un membre du délégué du personnel. Donc, si c'est le DRH, si c'est un manager, si c'est n'importe qui d'autre en fait qui rapporte un fait de violence sexuelle, l'employeur n'est pas contraint de mener une enquête. Et en fait, pourquoi il a intérêt à mener une enquête ? Parce qu'il a un risque juridique, c'est-à-dire s'il ne mène pas cette enquête, il peut voir sa responsabilité engagée au pénal dans le cas où la victime porte plainte contre l'employeur. Donc, si il n'arrive pas à montrer qu'il a pris toutes les mesures les mesures suffisantes de prévention pour éviter la survenue de ce risque-là, là, il peut voir sa responsabilité engagée. Mais donc, en fait, c'est simplement un risque juridique qui existe pour les entreprises. C'est-à-dire que si la victime ne se pourvoit pas en justice, il ne se passe rien. Donc ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas d'obligation dans la loi de dépenses, de mettre en place des choses particulières. En fait, elles ont simplement un risque juridique. Or, quand on regarde, je sais plus où je l'ai mis, voilà, le taux de condamnation très faible des violences sexuelles en justice. Donc là, j'ai les chiffres pour les viols, mais enfin, on est à 6% des plaintes qui sont condamnés, donc c'est extrêmement faible. Ça demande par ailleurs, ça discrimine par ailleurs les individus selon leur capacité à se prouver en justice. Ça demande des moyens financiers, la capacité de le faire. Donc c'est un risque qui globalement est très faible. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que le Code du travail, finalement, pris tel quel, est peu contraignant, le risque juridique est peu contraignant aussi, et donc les employeurs doivent se saisir en fait de façon proactive de cette question s'ils veulent mettre en place des choses réellement pour lutter contre la question des violences en entreprise. Donc c'est, malgré l'aspect très encadré d'un point de vue de la loi, les entreprises ont vraiment beaucoup de... Enfin, disons, pour que ce soit vraiment efficace, il faut qu'elles fassent quelque chose de ce qui leur est proposé. Donc, par exemple, ce qui semble important, c'est de donner un vrai rôle, par exemple, au référent. Donc là, c'est obligatoire d'avoir un référent sur les questions de violences sexuelles. Mais voilà, est-ce qu'on lui donne du budget? Est-ce qu'on lui donne une autorité hiérarchique sur qui que ce soit? Est-ce qu'il a un pouvoir véritable dans l'entreprise? Voilà, tous ces aspects-là me semblent importants. Donc, j'ai donné un certain nombre de recommandations pour vraiment se saisir des outils juridiques et puis en faire quelque chose de vraiment efficace. Enfin, plus efficace en tout cas. Et pour finir, il faut quand même souligner les limites de la manière dont est conceptualisée la violence sexuelle dans le monde du travail, dans le Code du travail, pardon. C'est une approche très individualisante du problème, puisque même de la même manière que pour le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, c'est analysé comme
un problème interindividuel entre un harceleur et une victime, et non pas comme un problème organisationnel. Donc il y a très peu d'entreprises qui vont se demander qu'est-ce qui, dans ma culture d'entreprise, a fait que cette personne-là a pu se comporter de cette manière en toute impunité, etc. Donc ce qui est important, c'est de ne pas dédouaner l'organisation dans le cas de survenue de ce genre de problème, d'essayer de voir un peu quelles causes organisationnelles, systémiques ont permis l'émergence de ces phénomènes. Et puis pour terminer, troisième aspect de la manière dont on peut transformer son entreprise, c'est revoir sa politique de gestion des ressources humaines. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il est possible de faire. Premier aspect, limiter la vulnérabilité économique des femmes, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui sont dans des positions très précaires, donc notamment avec des formes d'emploi précaires, par exemple des CDD, de la sous-traitance. Ça, c'est un élément très important. Donc ça, c'est dès lors qu'on limite la vulnérabilité économique des femmes, on leur donne davantage de pouvoir éventuellement de parler, et en tout cas, on va améliorer leur situation. En matière de recrutement, il y a bien sûr plein de choses à faire, mais ce qui me semble intéressant, c'est de déconstruire, par exemple, ce que ça signifie être compétent pour tel ou tel emploi, parce que souvent, de la même manière que le leadership est loin d'être un concept neutre du point de vue du genre, le fait d'être compétent pour un emploi va souvent être aussi marqué par le genre, mais marqué aussi par d'autres aspects, par la classe sociale, par la race, par exemple. Donc, typiquement, ça peut être intéressant de ne pas s'en tenir à la valeur sociale des formations, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de formations, quand on regarde le contenu, qui sont très, très équivalentes. Donc, par exemple, je pense à des formations en gestion où vous avez à la fois la formation universitaire et les écoles de commerce qui délivrent le même genre de contenu, avec les professeurs qui sont les mêmes, etc. Mais bien sûr, les candidats, après, n'ont pas les mêmes chances sur le marché de l'emploi. Donc, en matière de recrutement, il est vraiment très possible de limiter les biais de sexe dans les recrutements également. En matière de rémunération, là encore, améliorer les salaires qui sont indûment inférieurs, mais bon, ça paraît évident. Ce qui est intéressant aussi, c'est de réexaminer les critères d'évaluation des postes, et notamment des rémunérations fixes, parce que dans les entreprises, vous avez souvent les emplois en fait, dont on va évaluer le salaire fixe à travers d'un certain nombre de critères, et en particulier, par exemple, selon les compétences qu'il faut pour les exercer. Et comme je vous le disais, vous avez beaucoup d'emplois principalement féminisés qui vont être sous-valorisés, c'est-à-dire qui vont être moins rémunérés, parce que très souvent, il y a cette phrase que j'ai mis un peu plus tôt dans une slide, mais cette idée que les femmes ont des qualités et non pas des qualifications. C'est-à-dire que, par exemple, pour être, je sais pas moi, être soignante, en fait, c'est pas du travail émotionnel qui nécessite des compétences, ça va simplement être la féminité, la douceur, etc., qui va être à l'œuvre, et donc pas besoin de rémunérer, puisque c'est pas des qualifications. Donc c'est important de reconnaître les compétences qui sont souvent considérées comme génériques ou transversales, en particulier relationnelles, qui vont être nécessaires à l'exercice de pas mal de fonctions qui sont sous-valorisées. Et donc voilà, repenser en fait les critères d'évaluation des emplois, ce sera une manière de réévaluer en fait la valeur des emplois qui sont largement féminisés, et donc d'améliorer les niveaux de rémunération. Un élément important aussi, c'est prendre en compte la responsabilité extra-professionnelle des individus. Donc, comme je vous le disais, le travail reproductif, c'est un petit peu le nerf de la guerre de la reproduction des inégalités. Et les entreprises ont tendance à externaliser totalement ce travail, c'est-à-dire en disant, en fait, c'est pas un travail, c'est quelque chose qui se passe dans la famille, dans le domaine du privé, on n'a pas à s'en soucier. Or, ces entreprises reconnaissent... Et donc, le corollaire de ça, c'est l'assignation des femmes à ce travail-là, sans même que ce soit une question qui existe. Donc, si les entreprises reconnaissaient que tous leurs employés ont des responsabilités en dehors du travail et créer des espaces, des dispositions pour reconnaître ce travail-là, probablement que ça améliorerait la situation des femmes dans le monde du travail, en donnant par exemple des congés équivalents pour les seconds parents, et globalement en prenant en charge l'impact de la parentalité sur l'emploi, en ne pas en faire quelque chose qui nuit à la carrière, mais quelque chose simplement de normal dans le cours de la vie des individus. Donc, bien sûr, toutes ces mesures-là, elles sont assez coûteuses pour l'entreprise, contrairement à ce que nous dit le business case de l'égalité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'expression du business case de l'égalité, c'est cette idée que l'égalité est bonne pour la performance, c'est-à-dire que un objectif business, un objectif d'égalité sont totalement compatibles. Quand on s'intéresse à l'ensemble des femmes, et pas seulement aux femmes les plus privilégiées, finalement, on se rend compte que loin d'améliorer la performance des entreprises, un grand nombre de ces mesures-là vont en fait impliquer une redistribution des profits envers les employés, et donc au détriment des actionnaires. On y reviendra en dernière partie.
en matière de développement des carrières, ce qui peut être intéressant, donc là, je l'ai un peu, enfin déjà dit, d'ailleurs, du coup, je vais passer ça pour aller plus vite. On en parlait en introduction. J'ai entendu un petit bling, mais bon, je vais. On en parlait en introduction, donc, reconnaître certaines compétences relationnelles que les femmes peuvent mettre en œuvre dans leurs emplois ne veut pas forcément dire essentialiser les compétences féminines. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que les femmes détiennent naturellement certaines compétences, mais que certains emplois nécessitent certaines compétences et qu'il faut les rémunérer pour cela. Et donc, vous avez beaucoup de travaux qui se sont demandé voilà, s'il y avait un style de management plus féminin ou on va dire voilà, plus exercé par les femmes. Et donc là, les travaux sur ce sujet sont vraiment très indécis. Je vous ai mis un tableau ici qui montre que vous avez des travaux qui disent oui, il y a des différences, non, il n'y a pas de différence, pour des raisons plutôt essentialistes ou sociologiques. Donc la recherche est très divisée sur le sujet. Moi, le parti pris que je prends, c'est plutôt de refuser ce genre d'essentialisation des styles de leadership et globalement des compétences en fonction du genre. J'en parlais tout à l'heure également, je disais que la gestion des carrières, elle désavantage structurellement les femmes du fait que un moment crucial, c'est vers 35 ans où on va évaluer qui va susceptible d'avoir une carrière et qui est plutôt, va plutôt rester au même stade. Donc, ce serait intéressant de repenser ce parcours linéaire, c'est-à-dire en acceptant que les carrières connaissent des pauses, que les gens se désengagent du travail à certains moments, puis se réengagent à d'autres moments. Donc ça, c'est quelque chose de très, qui me semble très important, qui est d'ailleurs pas du tout une idée de moi, mais de Frédéric. Pour l'aspect formation, il peut être aussi utile de ne pas exclure certaines personnes de la formation, parce que souvent la formation professionnelle, c'est vu comme quelque chose un peu de réservé aux cadres. On va aller en séminaire en MBA, en séminaire de formation à l'anglais, ou je ne sais pas. Et donc, ça peut être utile d'aussi associer les employés peu qualifiés au dispositif de formation pour permettre justement la construction de carrière aussi pour l'ensemble des femmes employées. Et enfin, reconnaître les risques psychosociaux auxquels sont soumis les femmes de façon spécifique, puisque on voit que la pénibilité du travail, notamment, elle a été pensée en fait aux références aux emplois masculins, en particulier aux emplois ouvriers, donc qui sont des emplois à raison considérés comme très pénibles, où il va y avoir beaucoup d'accidents du travail, etc. Mais quand on regarde les emplois féminins peu qualifiés, on se rend compte que c'est pas du tout le même genre d'emploi qui du coup ne sont pas porteurs de la même pénibilité. Et pour les emplois féminins en particulier, il va y avoir la pénibilité, elle va venir plutôt de la disponibilité temporelle, par exemple le trait de travailler de nuit, de travailler avec des horaires décalés, avec des pauses dans la journée, etc. Et la pénibilité va venir aussi des relations avec le client, donc de la disponibilité émotionnelle, le fait de devoir sourire, le fait de devoir être agréable dans son travail. Et donc en reconnaissant ces deux facteurs de pénibilité, on contribue aussi à revaloriser les salaires des professions essentiellement féminisées et dont les salaires sont très faibles pour l'instant. Voilà, donc pour finir, pour juste un petit peu ouvrir la réflexion, comme j'ai montré que contrairement à contrairement à ce que dit beaucoup de la littérature en gestion, pour moi, la réduction des inégalités, elle n'est pas du tout compatible avec le cadre de possibilités capitalistes. Donc, beaucoup des propositions que j'ai faites, en fait, elles coûtent beaucoup d'argent. Elles ne vont pas du tout rapporter d'argent, elles vont plutôt coûter de l'argent. Et donc, ça implique que les profits soient redistribués aux employés. Or, dans le système de gouvernement capitaliste, la théorie de l'agence, elle nous explique que toutes les décisions dans l'entreprise, elles doivent être prises au nom et pour le compte des actionnaires. C'est-à-dire que vous avez en fait une chaîne de gouvernement où les individus doivent toujours rendre des comptes à leur supérieur hiérarchique et in fine rendre des comptes aux actionnaires de l'entreprise. Et donc finalement, sans avoir soit une contrainte juridique, soit entrevoir un gain potentiel, ou soit être contrainte par exemple par des actions syndicales, les entreprises, elles ont très peu intérêt en fait à agir d'une manière qui dessert leurs profits. Ça, c'est un peu une règle de base des entreprises capitalistes. Et donc tout ça,
rend très difficile en fait la prise de décision qui viendrait entamer ce profit. Le deuxième aspect, c'est que les entreprises, elles ont besoin que le travail reproductif continue à être effectué gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à rémunérer le travail reproductif, comme ça a été tout un débat, notamment dans les années 70, sur est-ce qu'on doit rémunérer, comment rémunérer le travail reproductif, si ce travail-là n'est plus effectué à titre gratuit, hein, la plus-value des entreprises va être réduite à la portion congrue, et donc en fait, elles ont un intérêt objectif et matériel à perpétuer le patriarcat. Donc, premier problème, la gouvernance capitaliste rend très compliqué la possibilité d'une entreprise féministe dans le système capitaliste. Le deuxième problème, c'est celui de la managérialisation. Ça, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à la structure économique, mais plus à l'organisation du travail. C'est-à-dire que dans la plupart des entreprises capitalistes, le travail est organisé de façon managérialisée, c'est-à-dire qu'il est effectué par des personnes qui ne sont pas en charge de l'organiser. C'est-à-dire que vous avez une dissociation entre les gens qui pensent au travail qu'ils organisent et ceux qui l'effectuent. Et donc, le management, il est considéré par certains comme étant oppressif, indépendamment de la structure de classe dans laquelle on se trouve, car c'est contrôler les individus sur la base d'un savoir spécialisé. Je sais comment il faut organiser le travail, et les individus deviennent vraiment juste des rouages d'une machine, mais ils n'ont pas vraiment de contrôle sur ce qu'ils font. Et des travaux féministes ont plutôt cherché à montrer qu'une organisation féministe du travail, elle doit remettre en question cette distinction entre les personnes qui pensent le travail et celles qui effectuent le travail, et plutôt s'assurer que les individus prennent en charge l'intégralité d'une tâche pour que le travail ne soit pas aliénant. Donc, c'est le deuxième problème, puisque beaucoup d'organisations capitalistes, la plupart des organisations capitalistes sont organisées de façon managérialisée, avec une contrainte hiérarchique très forte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Reprendre la logique autogestionnaire, c'est-à-dire où ceux qui vont accomplir l'activité sont ceux qui décident comment l'organiser, donc en remettant en cause l'idée de hiérarchie. Ça justifie aussi qu'il n'y ait pas de différence de salaire, donc ça c'est dans la version un peu on va dire pure ou radicale de l'autogestion. Aucune différence de salaire ne peut se justifier. Et encore moins une différence de salaire qui serait basée sur le niveau de diplôme, les échelons, ou les échelons plus élevés dans la hiérarchie. Il y a cette idée que je trouve intéressante, c'est que les travaux qui sont les plus intéressants devraient être les moins rémunérés, parce qu'en fait, une partie de la motivation se trouve déjà dans la tâche en elle-même, alors que les tâches les plus ingrates devraient être payées beaucoup plus, puisqu'il y a assez peu d'intérêt finalement dans la tâche en elle-même. Donc ça permet de renverser un peu les hiérarchies qui nous semblent évidentes sur qu'est-ce qui justifie un niveau de rémunération. Et donc, vous avez certaines entreprises qui ont essayé de mettre en place la logique autogestionnaire en abolissant principalement la hiérarchie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des entreprises libérées. Ce sont des entreprises, en gros, qui abolissent les échelons hiérarchiques, en tout cas un certain nombre d'échelons hiérarchiques. Donc là, j'ai juste voulu regarder si c'était satisfaisant comme possibilité, parce que c'est quelque chose de très, qui se développe pas mal, à la fois dans la pratique et dans la littérature en gestion. Et donc, ce qui se passe, c'est effectivement qu'il va y avoir suppression d'un certain nombre d'échelons hiérarchiques, mais on ne supprime pas la structure de gouvernance. C'est-à-dire que vous avez toujours un dirigeant qui est, in fine, celui qui décide des objectifs de l'entreprise, et vous avez toujours des actionnaires qui sont ceux qui détiennent le capital et qui s'approprient la valeur du travail. Donc, en fait, il y a des limites vraiment intrinsèques, puisqu'on essaie de modifier l'organisation du travail, mais sans modifier la gouvernance capitaliste. C'est toujours un leader libérateur qui va décider unilatéralement de libérer son entreprise, peu importe ce que les gens en pensent, et les finalités de l'entreprise, et en particulier la finalité de générer du profit pour les actionnaires, n'est pas remise en cause. Donc, c'est une situation qui semble insatisfaisante, en tout cas dans ma logique féministe. Et donc, la possibilité la plus prometteuse, on va dire, c'est le modèle coopératif, puisque donc, dans un modèle coopératif, il y a à la fois la propriété collective des moyens de production dans les coopératives de travailleurs et la démocratie participative. Donc, les individus décident collectivement de comment organiser le travail. Donc là, vous avez une remise en question de la gouvernance et de l'organisation du travail. Et donc, ce système coopératif semble prometteur. Pourquoi ? Parce que ça permet de limiter en fait un certain nombre de causes structurelles des inégalités entre les hommes et les femmes. Par exemple, en général, dans les coopératives, vous avez l'écart de salaire qui est encadré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un écart de salaire supérieur à 7 en général. C'est-à-dire que le salaire le plus bas doit être... le salaire le plus haut peut être égal au maximum à 7 fois le salaire le plus bas. Donc ça limite bien sûr les écarts de salaire possibles. Ça limite le risque de sous-évaluation des emplois féminisés. Ça limite aussi la ségrégation verticale, parce que de fait, il y a beaucoup moins d'échelons hiérarchiques.
C'est pas idéal, bien sûr, hein. Il y a beaucoup de travaux sur les coopératives qui montrent la persistance de violences sexuelles, par exemple, ou de culture d'entreprise où il y a du sexisme. Mais en tout cas, ça semble être en tout cas quelque chose qui me semble intéressant à creuser. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, hein, puisque l'Organisation internationale du travail et l'Alliance coopérative ont souligné l'intérêt du modèle coopératif pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans la sphère professionnelle. Donc voilà, ça me semble en tout cas une piste à creuser pour créer des organisations du travail qui soient féministes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Κάλλιστον. Εγώ δε. Εγώ δε. Κείνο το της έρατε. Κείνο το της έρατε. Κείνο το της